plus d'écoute quand tu mets comment devenir millionnaire en 10 minutes. Ça c'est ça, c'est immédiat. Tu vois, la pire des choses, c'est de se dire je ne sais pas où acheter et de jamais passer à l'action, de jamais sauter le pas de l'acquisition. Donc là, tu te retrouves avec une offre acceptée à 780 000 euros. Voilà. Comment tu finances Parce que là, tu n'as pas parlé des travaux. Non, je n'ai pas parlé des travaux. Le BP, il est à combien au total? Le BP, il est à 2,2 millions. Ok. Ouais, donc gros budget travaux. Ouais, gros budget travaux parce qu'on a envie de faire quelque chose de vraiment haut de gamme. Hop, on est parti. Allez, let's go. J'ai pas l'habitude de pas avoir la main. Bienvenue à tous sur ce nouvel épisode du Bricks Talk. Aujourd'hui, je suis avec Jérémy Nabé qui a beaucoup de choses à nous raconter. Il va nous raconter comment il a commencé à créer un podcast qui parle d'immobilier, comment il en est arrivé à acheter un château, le château de Fontenay. Ça va être riche. Et surtout, ce qui m'intéressait dans cet épisode, c'est de voir comment Jérémy, finalement, s'est créé des opportunités avec un simple podcast. Donc, juste du temps investi, pas forcément un réseau préétabli dans l'immobilier. Ça, c'est sûr. mais je vais te laisser te présenter, Jérémy. Ok, trop bien. Merci pour l'invitation. Du coup, je m'appelle Jérémy Nabé, j'ai 29 ans et j'ai commencé, si je peux raconter, ma mère est polonaise, mon père est portugais. Donc j'étais un peu naturellement plongé dans le BTP. Je n'avais pas trop le choix. C'était mes premiers jobs étudiants. C'était sur des chantiers avec mon père. Et j'ai grandi dans le 77, proche de Disneyland. Famille assez. Je suis un des premiers de la famille à faire des études. Le premier à faire des études. Tu fais quoi comme études? Je fais des études de commerce. Au début, je ne savais même pas que ça existait. Pas immobilier? Non, pas immobilier. Ok. Mais tu vois, en introspection, après, j'ai réalisé quand même que j'avais eu cette envie, que c'était déjà lié à l'immobilier. Moi, mon père me disait un peu les stades sur le chantier. Donc moi, je voulais être architecte parce qu'a priori, mon père m'avait dit que c'était le meilleur job que tu pouvais avoir, c'était ça. Parce qu'il prend 10% de tous les corps de métier et c'est super. Et du coup, au début, je voulais être architecte. Après, je fais un stage d'archi en 3e et je me dis, ouais, c'est pas du tout c'est une galère, ce que j'ai envie de faire. C'est beaucoup de responsabilités finalement, architecte. En fait, c'est énormément d'administratif. Moi, je n'avais pas non plus un don pour le dessin. Donc moi, ce qui me plaisait, c'est que j'aimais les beaux bâtiments. Mais ça s'arrêtait là, c'était pas suffisant. Et après, je m'intéresse à Ingé. Et entre la première et la terminale, je rencontre mon cousin du Canada, qui est polonais, que j'avais encore jamais rencontré. Et lui, il avait fait un MBA, il avait fait du commerce. Je me dis, ça a l'air sympa. Moi, j'ai jamais parlé de business, en fait. Et il était en train de faire construire une clinique, donc de faire du médical pour revendre ensuite en lot à des médecins. Et j'avais trouvé ce projet génial. Je me suis dit, non, mais c'est trop bien ce truc. Et ça m'a un peu parlé. Et c'est à ce moment-là que je me décide à faire une école de commerce. Donc voilà, je rejoins l'IESEG, école post-bac à La Défense. Je fais 5 ans là-bas. Notamment une belle expérience en junior entreprise où je finis en 4e année en tant que président. Et on fait grandir cette petite boîte en interne. Et ça me donne le goût de l'entrepreneuriat. Et voilà, si je te fais la suite du parcours, je bosse ensuite en start-up. Je bosse chez Google et chez un partenaire Google à San Francisco, à Milan. J'avais déjà très envie de voyager. T'as voyagé, oui. Et je rencontre cette boîte. En fait, à San Francisco, j'avais pas une thune. Il fallait que je mange et il y avait un truc qui s'appelait Mealpal. C'était un abonnement pour manger le midi. D'accord. Donc tu payais $6 par jour. Tu avais le droit d'aller chercher un repas. Chaque resto proposait une option de leur carte à $6. Et toi, tu étais abonné. Ouais. Et tu devais précommander la bouffe. Ce qui fait que les restos, ils pouvaient préparer leur stock, etc. Et j'adore le modèle. Moi, ça me permet de manger pour 6 € au lieu de 12 à San Francisco. Et je leur propose de lancer à Paris. Et du coup, je deviens country launcher pour eux, ou sales. En fait, la vérité, c'est que je frappais aux portes de tous les restos du quartier et j'essayais de signer ces deals avec eux. Et j'ai fait ça pendant 2 ans. Elle existe toujours, cette start-up? Alors, elle n'existe plus à Paris. Okay. On a ouvert, ça a plutôt bien marché. Après, ça a fermé pour différentes raisons. Mais après, j'ai lancé Singapour aussi. J'ai développé Londres. Et c'était une boîte américaine. On avait levé de 40 millions. Donc, c'était des belles enveloppes de marketing. On pouvait un peu s'amuser au moment des lancements. Et après, c'était très exigeant. C'est du management à l'américaine.
avec des objectifs très très élevés. Ouais. Ouais, je faisais des grosses semaines, mais c'était ma première expérience véritable après mes stages à San Francisco et Milan. Et ça a été hyper formateur parce qu'il fallait ouais, apprendre tout de A à Z. Moi, j'avais pas mal bullshité sur les entretiens. Je leur avais dit que j'avais un bachelor de mon école, alors que parce que j'étais encore étudiant, mais je voulais pas leur dire que j'étais encore étudiant. Ok. Ce qui était vrai en soi, tu vois, j'avais validé moi 3 ans, mais eux ils s'en fichent entre master et bachelor, tu vois, donc j'avais un peu joué sur le truc. Et vu que j'étais déjà client, que je connaissais le produit, etc., quand ils cherchaient quelqu'un pour lancer la France, bah, ça a été un peu une Ouais, évidence. ils ont pensé à toi. Donc on a démarré et ça a hyper bien marché. Ils ont juste réalisé l'âge que j'avais après que j'ai commencé chez eux. Mais ça a été hyper formateur, hyper intéressant. Je signais 2 à 3 restaurants par jour. Ah oui, Donc c'était intense. C'était Ouais. intense. Et ça a été un peu mon apprentissage accéléré de l'entrepreneuriat. Quand je termine ce job, je me dis, OK, je veux un filet de sécurité pour pouvoir entreprendre plus sereinement. Mhm. Donc c'est à ce moment-là que je pense à l'immobilier. Ok. Voilà. Et qu'est-ce que tu fais à ce moment-là au niveau de l'immobilier? Par quoi tu commences? Ouais, alors à ce moment-là, je m'entends plus trop avec cette boîte qui veut me renvoyer à Hong Kong sans vraiment valider les conditions qu'on avait acceptées ensemble. Euh, donc je me dis, OK, il me reste 1 ou 2 mois avant de me faire sauter. Ça sera peut-être le dernier CDI que j'ai de ma vie. Il faut que j'en profite et que j'aille acheter quelque chose. C'est là que je commence à me renseigner. Il y a tout plein de contenus gratuits sur Internet, à la fois des chaînes YouTube et surtout un podcast que j'aime beaucoup qui est mon club IMO, je crois, Bruno Racco, qui est un podcast qui interviewe des investisseurs. Sauf qu'en fait, les épisodes s'arrêtent en 2017. Donc Ok. j'ai à peu près 25 épisodes et moi j'ai envie de plus, mais bon, ça reste ma base du coup pour apprendre. Je me dis que c'est la colocation que je veux faire parce que j'ai fait colloque de 15 à San Francisco, colloque de 7 à Rio, colloque de 3 à Singapour. Et Ah oui, t'as testé toutes les colocs à travers le monde. j'avais testé toutes les colocs, j'avais vu des trucs bien, des trucs moins bien, des trucs farfelus à San Francisco. C'était plus un squat qu'une coloc à 15. On avait une salle de bain pour 15. Waouh, chaud. Euh, Ouais. donc autant te dire que c'était un thème artistique. Il fallait que tu aies un projet artistique pour rentrer dans la colocation. Et en fait, j'avais appris que c'était insalubre. On n'avait même pas le droit d'être là-dedans. Hmm. C'était un local commercial. Quand la police elle arrivait, il fallait qu'on cache les matelas. Ouais, c'est C'était marchand de sommeil. c'était vraiment marchand de sommeil, quoi. Ouais. Je payais $1000 la chambre. C'était où ça? Ah, Centre de San Francisco, ouais, d'accord. Financial District. Et C'était rentable en tout cas pour lui. pour eux, c'était rentable, Ouais, je c'est pense. clair. En fait, il y avait un manager de la coloc qui vivait avec nous et qui n'était pas du tout le propriétaire, mais c'est lui qui encaissait les loyers Hmm. et il devait partager avec le proprio. Enfin, je sais pas quel était Ouais. leur deal, c'était un petit peu sombre. Mais j'ai rencontré des gens incroyables, des artistes de SF, donc autant te dire qu'il y avait vraiment de tout. Il y avait, il fallait donc faire des trucs artistiques dans l'appartement. Moi, je leur avais dit que je leur ferais un concert de guitare, un truc. J'avais réussi à être intégré. Parce que même comme ça, il y avait un nombre incalculable de candidatures. Ok. Je crois qu'ils m'avaient choisi parmi 140 candidatures. Et ouais, ça coûte tellement cher le logement à San Francisco. Tellement cher. Ouais. Donc les trucs pas chers comme ça, $1000, c'est pas cher Mm. pour San Francisco. Ça part à une vitesse. Et j'avais candidaté à d'autres trucs. J'étais arrivé au bout de 3 entretiens, au dernier round. Il m'avait dit félicitations, votre dossier a été sélectionné parmi 234 dossiers. Genre, tu dois être trop content, tu vois. J'étais dans les 5 derniers et tout, sur des colocs qui étaient un peu plus propres. Et après, bah, je perdais. Vraiment, je m'étais dit, c'est plus dur de trouver une location qu'un job. En fait, job, là-bas. ouais. C'était vraiment abusé. Et du coup, bah, je me dis, ok, la coloc, ça m'a l'air d'être une bonne solution. Si tu fais les choses bien, si tu fais les travaux correctement, que tu apportes un peu de service, tu peux augmenter les prix et avoir des bonnes rentabilités. Et moi, je me visais 1000 € de cash flow. Je m'étais dit, il me faut 1000 balles de cash flow. Avec 1000 €, je peux vivre. À ce moment-là, j'étais hyper frugal. Donc, je m'étais dit, si j'ai ces 1000 €, j'ai besoin de personne, ni de Pôle emploi, ni de mes parents, ni de quoi que ce soit, pour vivre, quoi. Genre une petite chambre, petite chambre merdique, petit train de vie, et ça ira bien, quoi. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai acheté, toujours proche de Disney, un appartement
188 000 euros. Je le retape avec mon père qui a une entreprise du bâtiment. Et du coup, ça, c'est mon petit avantage. Proche de Disney parce que tu avais justement perçu que tu vois, c'était pas cher et que tu pouvais louer facilement, ou Ouais, c'était parce que tu connaissais l'environnement? plus précisément, il y a à Champs-sur-Marne, qui est une des stations sur le RER A entre Disney et Paris. Il y a une grande cité universitaire. Mhm. J'avais des potes d'école, de primaire, de collège, lycée qui étaient allés là-bas et qui galéraient aussi à trouver un logement. Ok. Donc je m'étais dit, bon, bah voilà, j'ai 14 000 étudiants qui sont là-bas. Ça va être un bon endroit. Et les prix étaient encore raisonnables. C'était autour de 2500, 3000 euros du mètre. Donc tu pouvais faire des bons deals. Moi, j'ai acheté à 2000 euros du mètre, un truc Ouais, c'était bien. bien délabré en 2019. Et au final, en fait, j'ai jamais loué à quelqu'un de cette cité universitaire. Je loue que à des personnes qui n'arrivent pas à se loger à Paris et qui, du coup, sont OK pour être à 15 minutes en RER. C'est 15 minutes de nation à peu près. Ouais, si ça ne te Voilà. dérange pas, je vais arrêter 2 secondes là-dessus parce qu'il y a deux choses qui sont intéressantes. C'est que premièrement, c'est en 2019, donc ça fait pas 10 ans. Ouais. Donc finalement, tu vois, tu as une vraie progression rapide parce qu'on va parler de tes nouveaux projets là aujourd'hui en 2023. Et deuxièmement, j'aime bien cette notion de je me forge une conviction, qu'elle soit bonne ou moins bonne. En tout cas, je me forge une conviction qui, la tienne, est de dire j'ai identifié un bassin d'étudiants. Je pense qu'il y a une vraie demande. Tu aurais pu l'étayer par des sondages ou par une annonce sur Le Bon Coin pour tester un peu la demande, mais en tout J'avais cas, contacté des gens, tu vois. J'avais ok. contacté des gens qui, Mais dans les groupes des BDE, tu vois, en leur demandant comment ils cherchaient et quel prix ils payaient, etc. mais j'aime bien cette approche parce que finalement, il y a toujours une notion de pari. Tu prends pas beaucoup de risques si tu as bien étayé ta conviction et au moins ça te pousse à l'action. Tu vois, la pire des choses, c'est de se dire ouais, je sais pas où acheter et de jamais passer à l'action, de jamais sauter le pas de l'acquisition. Et tu as des gens comme ça qui se disent pendant 20 ans, ah, j'aurais dû acheter et qui le font pas, alors que potentiellement les banques seraient prêtes à les accompagner. Donc voilà, c'était intéressant. Ouais, j'avais pas du tout l'impression de pas prendre beaucoup de risques à l'époque. J'étais complètement flippé. Ouais. Du coup, mes parents qui sont partis de rien, ils ont par contre, mon père, il a travaillé tous les jours de sa vie, week-end inclus. Parce que c'était quoi le montant là? T'as emprunté combien? J'ai emprunté 200 000 euros. Ok. Mon père et ma mère, ils ont toujours fait des investissements, mais c'était voilà, t'achètes ton appartement, tu as 5-6% de rentabilité, tu fais tes travaux toi-même et ça te paye pas l'ensemble de ton crédit. Et quand je leur disais, si, je vous assure, il y a une solution pour qu'à la fin, en fait, bah déjà, je mets pas d'apport et en plus, ça va me rapporter. ça va me Ouais. rapporter. Et pour eux, c'était un petit peu C'était magicien. utopique, quoi. Mais mon père, il était là, bon, de toute façon, si tu achètes un truc dégueu et qu'on le retape, tu ne perdras pas d'argent. Ouais, c'est ça. On pourra, au mieux, on le revendra plus cher et puis ça se passera bien, quoi. Et après, j'avais mes oncles qui me disaient, oui, ils vont te défoncer ton appartement. J'avais ceux qui me disaient, mais t'achètes là, c'est quand même pas la meilleure zone. Il y a de la drogue en bas de l'immeuble, il y a machin. Moi, je voyais que c'est un quartier qui se développait et qui changeait. Il y avait un nouveau métro qui arrivait pour les JO. En plus, ils avaient déjà démarré les travaux. C'est fou ça quand on y pense, parce que effectivement, tu vois, l'immobilier, c'est quand même le sous-jacent qui est le plus sécure, Ouais. où tu as le moins de risques, parce que comme tu le dis, bon, bah, dans le pire des cas, je revends, je perds pas d'argent, voire je perds 10 000 euros qui sont mes frais de notaire, mais tu Ouais. vois, tu prends pas, c'est pas le risque de ta vie. Et malgré ça, tu vois, en général, l'entourage est assez flippé et va trouver toutes les raisons possibles et inimaginables de te décourager à passer à l'action. Et donc ça, c'est un message aussi que je trouve super intéressant, notamment pour ceux qui regardent le podcast, qui est de dire, à un moment donné, quand vous voulez passer à l'action, fermez-vous de toutes ces critiques, toutes ces personnes qui, par jalousie, par manque d'expérience, parce qu'elles-mêmes ne l'ont pas fait, vont vous essayer de vous inciter à ne pas le faire. Ouais, complètement. Et à la limite, les personnes qu'il faut écouter, c'est les gens qui ont fait les choses. Oui, c'est Parce ça. que là, c'est souvent les gens qui n'ont pas fait, qui te disent qu'il ne faut pas faire. Et naturellement, bah, en fait, une colocation, moi, j'en avais vécu plein. J'en ai vu où ça se passait mal, j'en ai vu où ça se passait très bien. Et j'ai compris très vite qu'en fait, au contraire, c'était hyper sécurisant une colocation parce que
t'as 4 chambres, donc déjà en termes de risque de loyer impayé, c'est comme si tu as 4 locataires, tu divises le risque. Ouais. Donc ça, c'est assez intéressant. En plus, il y a une forme de pression sociale d'une personne sur les 4 qui ne va pas payer son loyer. Franchement, ça la fout mal. Exactement. La personne, elle reste pas 5 ans dans un appart en colocation sans payer. Avec les autres, elle se lève tous les jours, elle voit les autres. Même s'il n'y a pas de clause de solidarité, etc., c'est beaucoup moins évident, quoi. Donc, j'y suis allé, j'ai fait les travaux. Du coup, à ce moment-là, j'avais plus de boulot. J'étais au chômage. J'ai fait les travaux. Je réfléchissais à une boîte à lancer. Voilà, un projet à 200 000 euros, 4 chambres à 600 euros, donc 2400 euros par mois de loyer. C'est beau en termes de franchement, renta. on était bien. Ouais. On était bien. 3 ans de différé. Donc, j'avais vraiment une chouette vie à ce moment-là. J'étais très content. J'ai prouvé que ça marchait. Ce qui m'a donné envie d'aller plus loin. Je me suis dit, en fait, la boîte que je vais faire, j'ai adoré tout le process, vraiment de la négociation jusqu'à la recherche des locataires. J'ai trouvé ça génial. J'ai trop aimé le process. Et je me suis dit, essayons de... Ça te prend combien de temps entre ton acquisition et tu vois vraiment les premiers locataires qui rentrent? Je commence à me renseigner sur l'IMO en janvier. En mars, j'ai plus de job. En juillet, je signe. C'est-à-dire que la banque, elle me demandait mes dernières fiches de salaire. Je leur disais, ouais, les RH, ils sont un peu en retard, etc. Et finalement, c'est passé. Et je loue au 1er octobre. Ah oui, donc tu as fait les travaux très, très rapidement. Ouais, c'est ça. Août-septembre. C'était du second œuvre. 2 mois et demi. Mon père est très rapide, il est très bon. Pour le coup, contactez le père de Jérémy si vous êtes. Pour le coup, maintenant, il bosse plus qu'avec moi sur des trucs C'est vrai. ou pour des copains. Super. Voilà. Et du coup, ça se passe bien et je me dis, je veux lancer un projet plus gros. Donc là, je trouve un terrain à Noisy-le-Sec pour construire un co-living. Cette fois, je me dis que je le fais avec mon père, qu'on s'associe. Mon père, il finit par croire en moi, du coup, il me dit bon, ok, je lui montre les chiffres, du coup, après. Il me dit ok, bon, t'avais raison. C'était pas lui qui me décourageait. Lui, il était là en mode attention. Il y avait les oncles qui décourageaient. Lui, il était là, attention quand même. Et il attendait juste d'avoir des preuves. Donc là, il y avait les preuves. Je lui dis vas-y, on fait la même chose. On fait 24 chambres. On pouvait faire 24 chambres. Il y avait 600 mètres carrés constructibles, habitables. 600 mètres de terrain et tu pouvais faire 3 étages, donc 600 mètres d'habitables aussi. Et on a monté ce projet pendant 10 mois. C'était pas facile. J'ai galéré avec des financements, etc. Jusqu'à obtenir des avis très favorables de banque. Et là, il y a le Covid qui est arrivé. Et j'ai perdu tout ce que j'avais investi en temps dans ce projet. Mais j'ai appris énormément de choses. Pourquoi tu n'y vas pas pour le Covid? C'est les banques qui ne suivent pas ou c'est les toi banques qui ne suivent pas finalement. Les banques qui ne suivent pas. Moi, j'avais signé ce terrain c'était 2 terrains qui étaient affichés à 300 000 chacun. J'avais signé à 500 000 pour les 2. Et quand le Covid arrive, en plus, du coup, je perds mon financement, je repars en financement. Je renégocie le terrain à 290 000 parce que les gens pensaient que c'était la fin du monde. Vraiment, il y a les quelques semaines après le Covid, c'était la fin du monde. C'était là le gars qui voulait vendre 600, on vendait 290. Et moi, j'avais rien à perdre de toute façon. C'était incroyable. Il avait fini par accepter, quoi. À Noisy-le-Sec, à 10 minutes de Paris. Et t'as pas trouvé Et j'ai fini, je pense, par me décourager sur le pool bancaire. Et Brix.co n'existait pas encore. Brix.co n'existait pas. Pour te financer. Parce que là, il y avait un sacré truc à faire. Je pense que si j'avais juste acheté le terrain, aujourd'hui, je le vendais 3 fois le prix, 4 fois le prix. Là, tu le vendais 1 million. Sans problème. Avec la surface de plancher dont on parle. C'était énorme. Mais bon, voilà, j'essaye de revendre le projet à une amie, à la mère d'une amie. Ça se fait pas non plus. Je me dis, j'ai appris ce que c'était un PLU. J'ai appris à utiliser Cozy Casa. Pour faire les plans. J'ai appris énormément de choses en termes de normes sur la partie construction, quoi. C'était vraiment différent juste de la réno d'un appartement. Qu'est-ce que tu avais le droit, comment tu pouvais diviser. Et
Et donc là, je me dis, bon, il me faut un projet un peu plus chill, avec un peu moins d'investissement financier. Je me décide à lancer une boîte dans le podcast avec mon associé Xavier. Donc, Echoes. Echoes, Ouais. Echoes Studio. Du coup, on se dit qu'on va aider les marques à lancer des podcasts, soit du podcast transcription de blog d'articles de blog en podcast, soit du podcast d'interview. Aujourd'hui, on fait exclusivement du podcast d'interview. Ok. Et on en a lancé une petite trentaine au total. On doit en gérer une dizaine en ce moment qui tournent régulièrement, enfin, quasiment toutes les semaines ou tous les mois. Et moi, pour avoir je lance mon podcast IMO pour plusieurs raisons. Premier, et je salue Bruno Racco qui est passé sur le podcast, avec qui on s'entend très bien. C'était pour reprendre le flambeau de Bruno. Ouais. Vraiment, sur le format un peu des épisodes, je m'inspire beaucoup d'Investimo Club. C'est juste avoir des parcours d'investisseurs. Et je me dis, OK, il y a des gens qui n'ont pas accès à ces informations-là. Déjà, qui n'ont pas du tout d'éducation financière, comme moi, j'en avais pas eu à la base. Encore moins sur de l'immobilier et un peu les secrets d'investisseurs, quelle niche, à quel endroit tu investis, sur quel type d'exploitation. Ouais, moi ce que j'aime bien, tu vois, parce que j'écoute, donc ton podcast s'appelle Ça fait un bail, donc allez écouter Ça fait un bail, parce qu'il y a vraiment des pépites. Autant j'essaye de rester généraliste et de driver avec le Brickstock les gens vers une émancipation et vers la suppression de croyances limitantes, tu vois, qui les freineraient dans l'entrepreneuriat. Donc, on va parler d'immobilier, on parle d'investissement, on parle de parcours de vie. Autant toi, ce que j'adore dans ton podcast, c'est que c'est vraiment très, très, très spécialisé immobilier avec des détails. Moi, tu vois, il y en a un que j'ai adoré sur des investissements atypiques. Ouais. Où les gars font des love rooms. Avec les frères Ducreux. Ils te parlent de trucs, tu te dis, mais moi, je ne l'aurais jamais fait. Ça a l'air de marcher, tant mieux pour eux. et tu vois, c'est là que tu vois que l'immobilier, c'est génial comme secteur d'activité, parce qu'en fait, c'est tellement diversifié. Tu peux faire des milliards de choses dans l'immobilier et ne jamais être en concurrence avec ton voisin. Donc, c'est ce qui est plaisant aussi, c'est que tu peux en parler librement, parce que, tu vois, on fait tous les deux de l'immobilier, on n'est pas du tout en concurrence. Ouais. C'est vrai que j'étais surpris au début que les gens acceptent de se livrer autant, donnent leurs chiffres, qu'ils soient aussi transparents. Mais tu as complètement raison. En fait, au fil des épisodes, donc il y a 130 épisodes, je pense que sur les 130 épisodes, j'ai commencé avec du classique, l'immeuble de rapport, la colocation, etc. Des choses qu'on voyait beaucoup sur YouTube, etc. Et petit à petit, je suis allé sur des choses un peu plus nichées. Et c'est vraiment ce que j'ai aimé. C'est aussi l'avantage d'un podcast. Quand tu lances un podcast, et est-ce que c'est ce qui plaît le plus? C'est où tu as le plus d'écoute, les trucs nichés, ou pas forcément finalement? Plus ça a l'air facile. On mettra ça, comment devenir châtelain. Comment devenir châtelain en titre. En une heure sans effort. Ouais, c'est ça. Donc tout ce qui est un peu investissement passif, c'est vrai que ça plaît particulièrement. Et moi, je prône complètement l'inverse. Moi, je prône l'investissement actif. Et comment tu rajoutes de l'entrepreneuriat dans l'immobilier pour aller chercher des rendements plus élevés et pour connecter avec des choses que tu aimes, avec des choses sur lesquelles tu as peut-être des avantages comparatifs. Moi, j'avais l'avantage de bien connaître la colocation, de savoir qu'il y avait des petits trucs qui pourraient permettre, tu vois, la femme de ménage qui passe, c'est un truc qui coûte pas si cher que ça finalement. Toi, ça te permet d'entretenir ton appartement. Les gens, ça enlève beaucoup de friction parce que elle va nettoyer des trucs que personne n'aurait nettoyé, donc tu diminues ton turnover. Ça, je savais exactement comment le mettre en place. Le petit Netflix qui te coûte 20 balles par mois, ils sont tous contents. Et quand ils voient Netflix sur l'annonce, ça te différencie d'une autre annonce. Et c'est peut-être un peu illogique, mais ça fonctionne. Le fait que ça soit hyper bien décoré, etc. Vraiment, on est sur des décorations plus proches de ce qu'on voit dans des bons Airbnb que ce qu'on voit sur des colocations classiques. Et donc ça, c'était mon avantage. Et pouvoir rentrer moi j'appelle ça le rendement entrepreneurial, quoi. Tu mets du rendement entrepreneurial dans ton projet, et dans des périodes de taux plus élevés comme en ce moment, c'est primordial, parce quand tu empruntes de l'argent à 5%, aller chercher un investissement qui fait 5% de renta, c'est dommage. Alors qu'avec ce truc un peu entrepreneurial, tu peux aller chercher du 10, 15, 50. J'ai vraiment des investisseurs qui sont passés sur mon podcast.
j'ai écouté. Qui fois 2 en 3 ans sur la valeur de leurs biens, ou qui remboursent leurs biens au bout de 3 ans. Les Love Rooms, là, il y a des projets à 80 000 euros où ils font plus de 1 000 euros de cash flow. Enfin, bon, pour ceux qui n'ont pas entendu, ça nécessite quand même un investissement de temps. C'est que c'est leur métier au quotidien. Mais effectivement, les rentabilités sont assez importantes. Et d'ailleurs, c'est un peu ce que tu vas constater sur de l'immobilier, c'est la différence entre ces investisseurs qui sont passifs et actifs. Ce qui est intéressant quand tu es actif, vraiment, c'est toute cette réflexion intellectuelle que tu vas avoir autour des projets. Et c'est pas juste. C'est aussi un peu ce qui caractérise notre plateforme d'investissement et ce qui a fait que ça a bien fonctionné. Bien sûr, tu n'es pas actif, c'est pas toi qui mets en place le projet, mais tu vas décider des projets dans lesquels tu veux investir. Donc en fait, ça te demande de réfléchir à ta stratégie d'investissement et donc d'essayer de te documenter, de te renseigner sur l'immobilier. C'est pas ce que tu retrouves sur de l'investissement en SCPI, où finalement tu mets ça dans une boîte noire et tu sais pas ce qui s'y passe et tu fais travailler de l'argent, mais sans te préoccuper de ce que fait ton argent, où est placé ton argent, etc. Oui, tu peux avoir une conviction sur une ville, tu peux avoir une conviction sur une stratégie, même sur une stratégie qui est par exemple le Airbnb atypique. Tu peux avoir certains thèmes qui te parlent plus que d'autres. Tu vois, j'ai vu des jungle rooms. Tu fais une jungle room, donc thème jungle, que tu mets à côté d'un zoo. Et tu as des familles qui viennent et qui cool. Dorment dedans. C'est trop bien. Moi, je crois trop à ça. Au concept. Si c'est des zoos qui sont bien tenus, parce que bon, moi, j'aime pas trop aller visiter des zoos, mais il y en a qui sont très bien tenus en France, et que tu crois en ce zoo, et que tout ça, ça te permet d'aller chercher des rentas plus élevés avec des belles convictions. J'avais entendu des chambres Harry Potter où les gars ils payent 250 € la nuit juste parce qu'ils sont fans d'Harry Potter. Tu rajoutes un couchage sous l'escalier, c'est direct. c'est clair. Et en plus, dans le folklore, c'est parfait. C'est ça. Ok, donc tu crées ce podcast et ça fait un bail. 133 épisodes, tu nous as dit ? À peu près, ouais. Ouais, ok. Et là, tu rencontres donc plein d'entrepreneurs qui montent des projets immobiliers toute la journée. C'est comme ça que tu en arrives à acheter un château, ou comment ça s'est fait ce délire ? Ouais, complètement. Il y a plusieurs hacks. Le podcast, c'est un life hack qui est assez fort. C'est que premièrement, tu rencontres du monde. Moi, j'avais envie de me former. Ça a été mon MBA de l'investissement immobilier. Quand tu rencontres autant d'investisseurs, en plus tu as les conseils en live, tu as les petits conseils aussi en off de temps en temps. Les gens n'ont pas toujours envie, ils se livrent. Souvent un épisode c'est 1 heure et après tu as au moins 1 heure de discussion ou un déjeuner avec l'investisseur. C'est trop bien de passer ce temps avec des gens incroyables. J'ai eu Thibaut Elzière de eFounders qui a vendu des boîtes plusieurs centaines de millions, qui a monté Iconic, qui a lancé Iconic House. Avoir la chance de passer 1 heure avec Thibaut, mais ça n'a pas de prix, quoi. C'est trop bien. J'ai pas du tout l'impression de travailler quand je fais ça, quoi. J'ai eu par exemple Alexandre Martucci sur Sovilla, qui a une histoire complètement incroyable. C'est dingue. Il avait Crazy EVG, il faisait 10 millions de chiffre d'affaires avec des EVG à Budapest. C'est sur lui que le film Budapest, et c'est sa vie qui inspire le film, quoi. Enfin, c'est trop bien de rencontrer ces personnes. C'est clair. Et donc, première chose, MBA de l'investissement immobilier. Deuxième chose, le podcast il est devenu rentable avec du sponsoring, etc. Donc c'est devenu un projet rentable, je ne m'y attendais pas du tout. Moi, je l'avais fait de base pour que ça soit une vitrine pour mes clients de production de podcast. C'était vraiment pas l'objectif de base. Plus, j'avoue, pour me former et continuer à me former sur l'immobilier en me disant je vais trouver ma prochaine stratégie au contact de ces personnes-là. Et au final, en fait, le truc que je n'avais pas du tout anticipé, c'est que j'allais tisser des relations hyper proches avec certains des invités, notamment avec Martin, le fondateur de Bivouac, qui, je l'invite une première fois, on s'entend hyper bien, on a le même âge, il a déjà construit une belle boîte avec plusieurs dizaines d'employés, et on se retrouve dans les valeurs, etc. Je l'invite une deuxième fois, et sur cette deuxième fois, je commence à lui parler d'un projet, je lui dis ouais, j'aimerais bien faire du... En fait, c'est bon, j'ai eu 100 invités, non, à l'époque, j'en avais plutôt 50. Et genre, je sais la strate que j'ai envie de faire, c'est du séminaire et du mariage. Donc, je vais faire du séminaire la semaine, du mariage le week-end. En
plus, moi, j'avais participé à des mariages où on m'avait dit le prix. Ouais, c'est ouf. Je voyais les prix le prix des salles. par rapport au prix du corps de ferme où j'étais sur le Bon Coin. Tu vois, j'étais pendant le mariage, j'étais à table et je regardais le Bon Coin dans la région. Je disais là, mais c'est n'importe quoi. Ah, merde, il a payé 20 000 balles la salle. Il faut que je laisse un peu d'argent dans la, C'était ça, dans la cagnotte. c'était un corps de ferme qui n'était même pas terminé. Il avait payé 10 000 € le week-end et je voyais des corps de ferme à 150 000 €. J'étais là, bon, il y a des travaux, etc. Mais même s'il y a le double. Ouais, c'est carrément 000, la stratégie de Sovila aussi. Sovila en mode séminaire. travaille là-dessus, exactement. Et du coup, je me dis, bah voilà, je veux faire ça. Je lui dis que je suis en train de visiter. Et lui, il me dit qu'il cherchait un hôtel à peu près dans les mêmes régions. On s'était fixé 2 heures de Paris et un truc bien autour de la nature. On avait tous les deux envie que ça soit très, très connecté à la nature. Et ensuite, on compare un peu nos BP prévisionnels. Et il me dit, mais il y a quand même vachement moins d'employés chez toi. Ça a l'air vachement plus simple à gérer. T'as peut-être raison, c'est peut-être la meilleure strat. Et du coup, à ce moment-là, on commence à chercher ensemble. Moins d'employés que la boîte qu'il a actuellement, la Bivouac? Non, moins d'employés qu'un BP hôtellerie. Ok, d'accord. Ah oui, où là, tu fais de l'exploitation vraiment en hôtel. Exactement. Alors que là, tu vends la salle. Voilà. Tu loues la salle. Tu loues la salle, tu proposes des prestataires après, etc. C'est ça. Mais c'est quand même plus light en termes de gestion de faire du séminaire et du mariage que de faire de l'hôtellerie. Parce que tu proposes pas de chambre à la Si, tu proposes de la chambre aussi. De la chambre, okay. Tu proposes de la chambre, mais au moins c'est batché. C'est un package. Tu as tes 40 invités qui arrivent. Tu as ton équipe de ménage qui arrive après. Qui arrive une fois et c'est pas par à coup. C'est pas un service hôtelier de luxe où tu as un spa avec quelqu'un qui gère le spa. Avec machin. T'es pas là pour ça. Voilà. Bon, maintenant, si on fait des cabanes dans la forêt, ça sera un autre sujet. Et donc, du coup, on commence à visiter. On visite des tonnes de biens. On adore le process aussi. Alors, on se dit, OK, on a le meilleur job du monde. C'est de prendre notre voiture. Tu visites des biens, tu te dis quoi? Tu te mets un environnement déterminé, 2 heures de Paris, ou comment ça fonctionne? C'est ça. On se dit 2 heures de Paris. On veut du terrain. Parce que déjà, il faut aller... potentiellement mettre entre 50 et 100 voitures quand tu as un gros mariage. Ouais, c'est clair. Donc il faut un terrain à la fois pour la réception, etc., plus une partie un peu isolée pour un parking. Il faut une grande salle où tu peux se faire une salle de réception, que tu peux aussi construire en une orangerie, etc. Mais et en plus, tu as besoin d'une salle en intérieur parce que tu sais, s'il se met à pleuvoir pour un mariage, exactement. Tu dois pouvoir, Et ça, c'est un des critères les plus difficiles. Non, le critère le plus difficile, c'est que ça soit bien isolé des voisins. Je pense. Ah oui, c'est clair. Il faut vraiment un truc qui soit un peu paumé. À au moins 300-400 mètres, il faut qu'il n'y ait personne. Sinon, tu auras des problèmes avec le bruit. Tu peux gérer le bruit de certaines manières, arrêter à une certaine heure, bien isolé et demander aux gens de rester à l'intérieur. Pour un mariage, c'est pas cool. Tu n'as pas envie d'avoir ces contraintes-là. Donc voilà, on se met tous ces critères-là, on épluche des centaines et des centaines d'annonces. Moi, j'avais des filtres sur mariage, château, ferme, manoir, tous ces trucs-là, église, abbaye. Je me baladais sur le Bon Coin, sur Se Loger. J'appelais des agents IMO qui étaient spécialisés dans ce genre de biens. Il y avait même des sites spécialisés du clergé où ils revendent des bâtiments religieux où tu peux faire des affaires assez intéressantes aussi. Donc on visite plein de choses, on se positionne même un moment sur une abbaye en Normandie, enfin une ruine d'abbaye en Normandie. C'est stylé ça pour un mariage en plus. Très stylé. Il y avait un peu un château, genre hôtel particulier, et à côté tu avais les ruines d'une abbaye avec des grandes arches comme ça. Ce qui est sympa, c'est tu vois tous ceux qui font des mariages laïques, ils se disent bon j'ai pas l'église mais on a quand même le lieu qui fait penser au mariage. Et au final, on n'a pas réussi à trouver un emplacement pour le parking, on n'a pas réussi à acheter le terrain du fermier à côté. Donc on n'a pas pu acheter et je crois qu'on a bien fait parce que en fait c'était complètement délabré, complètement délabré. Tu partais de loin. Je pense qu'il y avait beaucoup plus de travaux, risque de mérule, il y avait quand même des grosses galères. À partir de cette visite-là, on se dit ok, nouveau critère, on veut un truc qui soit habité déjà, qui soit sain. Et nous, on est prêt à faire de la déco d'intérieur, mais on n'a pas envie de se refaire les charpentes, etc. Et on arrive en Sarthe, région qu'on n'avait pas encore trop explorée. En fait, en 1 heure de TGV, tu es à Sablé-sur-Sarthe, donc de Montparnasse. Donc c'est hyper chouette en termes d'accès. En voiture, tu es à 2h30. Et
Sablé-sur-Sarthe, c'était la ville de François Fillon. Il était maire là-bas. Donc je crois qu'il a son château aussi à côté. En fait, il y a énormément de châteaux là-bas. Il y a une très très belle architecture. Et surtout, c'est des châteaux. On n'est plus sur du château 18e. On est sur un château vraiment médiéval, quoi. Un truc qui a 800 ans, de la très vieille pierre. Donc, c'est un château de. Il y a un bâtiment qui est un château de défense où tu as les meurtrières, etc. Et un logis derrière. Donc, on tombe sur ce domaine qui est le logis de Fontenay. On tombe complètement sous le charme. Je pense que dès qu'on rentre, on réalise qu'il y a un endroit, il y a tout ce qu'on recherche. Il y a un domaine de 12 hectares avec une forêt. Il y a une rivière. On a la rivière qui traverse le domaine. Donc, tu as les deux côtés de la rivière. On apprend plein de trucs, hein, tu vois, sur le droit de l'eau. En fait, souvent, les rivières, elles font des limitations de terrain. Donc, du coup, tu te retrouves à avoir juste un côté de la rivière. Donc, tu peux pas faire grand-chose sur cette rivière. Là, on a la rivière qui passe chez nous. On a un moulin en ruine avec une petite chute d'eau qui te permet potentiellement demain de remettre une turbine et de faire ta propre hydroélectricité. C'est ouf. C'est le lieu parfait. Ouais. Lieu parfait, on voit plein de tiroirs. Okay. Alors, il y a un travail monstre, quoi qu'il arrive. Mais les gens habitent dans ce château. Ça veut dire que dès qu'il y avait une fuite dans le toit, ils faisaient passer un couvreur et remettaient les tuiles. Donc les charpentes, elles sont en état parfait. Elles sont en parfait état. Il y a un bâtiment qui est déjà exploité en gîte. Okay. Il y a la partie château où tu vas pouvoir faire des belles chambres pour les mariés ou pour des séminaires un peu plus haut de gamme. Et il y a une grande grange qui servait de ferme. Ça fait combien de surface en termes de mètres carrés ? Il y a plus de 1000 mètres carrés habitables. Ouais, donc c'est génial. Donc il y a vraiment de quoi faire. La salle, elle fait 180 mètres carrés. Okay. Il y a en dessous de cette salle, il y a une énorme cave qui fait quasiment 180 mètres carrés aussi. Ah ouais. C'est la plus grande du département. Où potentiellement tu peux faire un peu une deuxième ambiance de soirée. C'est ça, la discothèque. Ça peut être le truc plus tard, typiquement. Pour les jeunes. Il peut y avoir une partie cave à vin ou petit bar ou dégustation de vin dans cette cave. Il y a des souterrains qui communiquent entre cette cave et le château. Donc les possibles, énormes. Tu peux faire un escape game si tu veux. C'est clair. Et donc là, il est affiché à combien au début Il est affiché 870 000 euros. Ce qui n'est pas énorme. Hein. Ce qui n'est pas énorme. Non, en prix d'affichage. Ce qui n'est pas énorme parce que c'est la Sarthe. C'est moins cher aussi qu'en Normandie où tout le monde se les arrache. Pourtant, en termes d'accessibilité, c'est à peu près la même chose de Paris. Ouais, t'as 12 hectares, quoi. Ouais, t'as 12 hectares. Donc, t'as plusieurs bâtiments, des choses qui peuvent être reconstruites aussi. Et vous le négociez à combien ? On le négocie à 780 000 euros. Ok. Ouais, c'est une belle négo. Ouais. Ça fait 100 000 euros. Ouais. Voilà, un peu moins de 100 000 euros. Attends, je me trompe dans le prix alors. C'était 850 000 à 780 000. Ok, voilà. Bon, 10%. C'est ça. Ouais. Il s'avère que une négociation sur un bien comme ça, c'est pas du tout comme on a l'habitude de faire avec un T3 à Angers. Parce qu'il y a de l'affect. Il y a énormément d'affect. Ouais. C'est-à-dire que la famille, déjà, t'achètes à 7 personnes. Ils sont propriétaires depuis 400 ans. Est-ce que là, tu dois leur expliquer ton projet ou que... 100%. Ouais, c'est ça. Ouais. On leur explique vraiment ce qu'on a envie de faire. Il y a d'autres acheteurs en plus qui sont prêts à se positionner au prix ou pas loin. Tu vois, ça me fait penser à notre premier épisode qu'on a fait dans le Brickstock. On était avec Tony Parker, qui était en train de revendre sa maison en périphérie de Lyon et qui nous disait, en fait, à un moment donné, je me retrouve avec 5 acheteurs qui négocient pas et qui prennent au prix parce qu'il a une très belle maison assez ancienne. Et il me dit, à ce moment-là, en fait, c'est à celui qui m'a le mieux vendu son projet de vie. Et donc, moi, je me retrouve avec une famille, des enfants et un couple qui veut y vivre et j'étais plus enclin à leur vendre à eux qu'à vendre à des investisseurs qui vont pas forcément renouveler l'âme de la maison. Ouais, je comprends. Donc c'est là que il faut bien pitcher ton projet pour que les personnes en face y adhèrent. Complètement. Et du coup, nous, c'est dans un petit village. Donc, on rencontre rapidement la maire avant même d'avoir fait une offre. On a peut-être déjà fait l'offre, mais elle n'était pas encore acceptée. On présente le projet. On a une vraie volonté de développer touristiquement cette région, cette zone, etc. Eux, ils sont contents. Ils sont contents que ce bâtiment il soit ouvert au public de nouveau, parce qu'à un moment, ils l'étaient, mais après, c'est un couple qui était un peu fatigué, qui avait du mal à l'entretenir à la fin. Donc, du coup, c'était plus ouvert au public. Et on finit par
on finit par s'accorder du coup sur ce prix. Et voilà, ils nous disent en fait c'est un peu le projet qu'on aurait aimé que nos enfants y fassent ici, mais ils l'ont pas fait, ils ont Ouais. eu d'autres projets de vie et ça joue énormément et ça nous permet d'avancer sur ce projet-là. Bon, donc là, tu te retrouves avec une offre acceptée à 780 000 euros. Voilà. Comment tu finances? Parce que là, tu n'as pas parlé des travaux. Non, je n'ai pas parlé des travaux. Le BP, il est à combien au total? Le BP, il est à 2,2 millions. Ok. Ouais, donc gros budget travaux. Ouais, gros budget travaux parce qu'on a envie de faire quelque chose de vraiment haut de gamme. On veut vraiment créer un univers qui soit unique, quoi. C'est le truc, on a du patrimoine, on a de la nature. On veut que tu puisses pouvoir faire des mariages d'hiver comme d'été. Tu vois, le mariage d'hiver, il y a des énormes cheminées qui font 2 mètres de hauteur. Tu peux faire une ambiance, tu vois, petite brume, des bougies partout, le feu de cheminée. Tu peux faire des trucs vraiment sympas. Il faut se donner les moyens de le faire. Donc 2 millions de le BP. Alors ce que nos auditeurs savent peut-être pas, c'est qu'en général, les banques ne financent jamais un projet qui a un montant de travaux supérieur au prix d'acquisition. Donc c'est-à-dire que là, tu es clairement au-dessus. Tu dois avoir 60 à 70% de montant de travaux. Donc tu sais que la banque ne va pas te financer, en tout cas en totalité, tes travaux. Donc qu'est-ce que tu fais? Ouais, bah écoute, là, déjà, tu es plus sur un investissement avec des ratios de particuliers. Est-ce que tu es à tes 35% d'endettement, etc. C'est tout ce que vous entendez, on passe sur une autre catégorie. Ouais, là, tu es professionnel. On traite en professionnel. On va voir des banques qui ont l'habitude de financer des startups, plutôt des entreprises, et on leur présente ce BP en disant, bah voilà, nous, on crée une société d'exploitation, une SAS, qui est une société d'événementiel finalement, qui va détenir une SCI en dessous qui détient l'actif. Et aujourd'hui, c'est l'activité qu'on pitch. Qu'est-ce qu'on va en faire? Comment on va donner de la valeur à ce lieu? Combien on va pouvoir louer? Je fais un énorme benchmark de tous les lieux qui sont justement à 2 heures de Paris, avec une quarantaine de couchages, pouvoir asseoir entre 150 et 200 personnes. Et je leur présente les chiffres. Je me fais passer pour un futur marié auprès de tous ces domaines et j'essaye d'analyser aussi leur taux de remplissage en leur demandant quelles sont les dates dispo l'année prochaine, etc. Et du coup, on présente ça à la banque et c'est plus vraiment un financement immobilier, c'est de savoir est-ce qu'ils croient en l'équipe fondatrice, c'est ça, oui. qui était Martin et moi. On a tous les deux plusieurs actifs, donc ça c'est hyper rassurant. On a tous les deux des sociétés avec activités liées au marketing et aux médias de mon côté, liées à l'investissement IMO pour Martin. C'est vraiment ça, les éléments qui te permettent de convaincre la banque. Donc voilà, on pitch à des banques parisiennes, on pitch à des banques proches du lieu. Et en ce moment, on est dans ce moment-là où on a monté le dossier avec plusieurs banques. Il y en a certaines qui ont lâché en disant ce dossier il est trop important pour nous, on ne sait pas faire, il y a un peu trop de complexité. D'autres qui ont monté le dossier, qui ont envoyé aux analystes. Et là, on est en attente des retours des commissions. Voilà, donc ça c'est une première solution. L'autre solution, c'est de passer par des financements alternatifs. Voilà, on a eu des propositions de plateformes qui pourraient aussi, un peu comme Brix, pouvoir financer un bien comme ça. Donc ça va être un peu les deux. Alors ça c'est pour la partie des 80% de financement. Ils te demandent toujours un apport. Ouais. Et pour l'apport, pour le coup, on s'est appuyé sur les invités du podcast. Et un peu le contact réseau proche, amis, famille, contact pro de Martin et moi. On a organisé une petite soirée à Paris, on a présenté le projet, on était allé avec un drone pour filmer le château avant, etc., pour donner envie, pour leur montrer à quoi ça ressemblait. Et on a fait cette petite soirée, on leur a proposé de rentrer au capital de la SAS. Okay. Donc on avait besoin de 550 000 euros de levée de fonds. Nous, on mettait un petit peu avec Martin et le reste était financé par la banque. Okay. Voilà. Et du coup, ça s'est hyper bien passé. On a obtenu plus que ce qu'on recherchait avec la soirée. Et après, on a fait un post LinkedIn qui est parti complètement viral. Et on a eu en promesse d'investissement encore plus avec LinkedIn qu'avec la soirée. parce que les gens, en fait, ils connectent hyper bien avec un projet comme ça. Le château, ça parle à tout le monde. Ça va parler à la petite fille, évidemment, qui rêve d'un mariage et qui rêve de château et qui les voit dans les dessins animés. Ça parle à tes grands-parents parce qu'ils ont plein d'histoires à te raconter, des trucs historiques, ils aiment l'histoire. Ça parle à des jeunes comme nous parce que
je sais pas, nous, je pense que Martin, ce qui nous rassemble, c'est on a cet amour de la France, tu vois, on aime la bonne bouffe, le vin, etc. Il faut Les Français aiment de manière générale la belle pierre, tu vois. Il y a quelque chose de très émotionnel, affectif, qui fait que je suis pas étonné. Moi, j'avais vu le post passer sur LinkedIn et effectivement, il a eu une très très grosse viralité. Je voyais tous les commentaires. Moi, je suis méga chaud, je suis méga chaud, je suis méga chaud. Tu as dû recevoir je sais pas combien de messages. Ouais. On a reçu, je sais pas, 400 messages peut-être. Et d'ailleurs, tu vois, je me le disais là, il y a 2 jours, il y a une sorte de... Tu sais, il y a beaucoup de vibrations, je trouve, où les gens sont intéressés par les choses en même temps. Alors, tu sais pas si c'est ton environnement qui te... Mais là, aujourd'hui, j'ai l'impression que de plus en plus d'investisseurs reviennent vers du vieux château. À une époque, tout le monde te disait non, mais c'est un gouffre financier, je veux pas y aller. La rénovation, tu vois, tu étais obligé d'avoir un Stéphane Bern qui fait des collectes pour entretenir du patrimoine français. Donc peut-être que lui y a contribué en partie. Mais là, je vois plein d'investisseurs qui se chauffent et se disent bah, ok, je vais racheter un château. Complètement. Je sais pas si tu fais référence à Pierre-Édouard Stéhin. Exactement, je pensais à Otium Capital qui vient de lancer son projet de réhabilitation de château à 250 000 €. Alors là, on est loin de toutes les bourses. Mais en tout cas, il y a un mouvement. Complètement. On a été suite à ce poste, on a été en contact avec eux. En fait, ça a été complètement dingue. On a ce poste et il nous a fait rencontrer des gens alors qu'on n'était pas encore propriétaire. Tu vois, j'ai pris un petit déjeuner avec Ronny Turiaf, joueur de NBA, qui s'intéressait au projet. Le gars, il a joué avec Kobe Bryant. Il a pendant des 10 ans, 15 ans en NBA et il s'intéressait au projet pour rejoindre le groupe d'investisseurs. Parmi les groupes d'investisseurs, il y a Bruno Maltor, qui est un influenceur voyage, qui a 2 millions de followers, qui veut organiser un petit festival du voyageur au château et qui est devenu co-châtelain aussi sur la levée de fonds. Donc ça a vraiment créé cet engouement, quoi. Ouais, j'adore ce genre d'histoire parce que finalement, tu vois, c'est à un moment donné, toi, un podcast qui te permet de rencontrer des gens, une idée qui prend forme, de la détermination parce que tu en as quand même visité beaucoup des endroits et il faut se chauffer pour aller en Sarthe, pour faire à chaque fois 2 heures, tu perds ta journée. Donc c'est quand même du temps investi. La conviction que vous avez eue pour finalement arriver à acheter auprès de cette famille, donc il fallait qu'ils acceptent, mais tu vois, et un post LinkedIn et là ça part viral, mais c'est assez sympa parce que tu te rends compte que c'est pas parce que tu viens d'une famille riche et que tu avais un réseau et que ci et que ça que en fait tu n'arrives pas à matérialiser tout ça et c'était plus du temps et de l'énergie que vraiment de l'argent que tu as mis sur la table. Donc finalement, tous ceux qui nous écoutent peuvent obtenir les mêmes résultats s'ils s'en donnent les moyens et je trouve l'histoire assez belle. Il y a beaucoup d'authenticité, honnêtement, avant que ce soit des calculs marketing, c'est avant tout vraiment une passion commune. Et on se rend compte après qu'en fait, elle est partagée par plein de monde. Il y a plein de gens qui ont envie d'acheter une belle maison et en faire des chambres d'hôtes ou machin. Les gens adorent les châteaux. Et pour le coup, on a rencontré d'autres personnes qui faisaient des châteaux, etc., qui nous ont dit nous, on n'a jamais réussi à créer un tel engouement autour de nos châteaux. On les a toujours rénovés nous-mêmes, etc. Des très grandes familles, etc., pour ne pas les citer. Et mais coup, parce que toi, tu as parlé avec le cœur. Quand tu combines ton histoire personnelle, ta connaissance des réseaux sociaux et des médias, parce que c'est quand même ce qu'on fait avec Martin tous les deux, et ce beau projet qui est hyper identifiable, tu vois. Et il y avait beaucoup d'humilité, tu vois, aussi. Tu vois, tu t'as pas dit je suis l'expert en château, je vais vous expliquer comment on va faire, investissez dans mon projet. Non, on a une aventure un peu folle. Qui veut faire partie de mon projet et tu vois c'est cette folie en fait aussi qui plaît. D'ailleurs on n'avait même pas appelé à l'investissement, on avait dit si le projet vous intéresse, parce que d'ailleurs c'est pas vraiment autorisé, tu fais pas comme tu veux des levées de fonds. On avait dit voilà, si ça vous intéresse vous nous envoyez des messages et on a reçu des messages des marques de meubles qui veulent nous offrir des meubles ou du parquet. C'est énorme. On a reçu des gens qui veulent participer. Si vous faites un chantier collaboratif, moi je veux venir aider. Et à la fin, tu te dis en fait, mais est-ce que j'ai besoin d'un financement ? C'est clair. En fait, je vais faire venir tout le monde et on va travailler ensemble. Ça devient gros n'importe quoi là. Ça devient n'importe quoi. Mais tu vois, on n'est pas, tu vois, on sait déjà que dans ce château, il y aura un petit truc
où on ira une semaine, on fera venir à la fois des potes et des gens qui veulent visiter le truc et tout. Et puis on dort tous ensemble là-bas. Et je sais pas, on installe la terrasse au bord de la rivière, par exemple, parce qu'il y aura une petite terrasse guinguette au bord de la rivière, tu vois. Ça peut être un petit projet comme ça qu'on va faire avec les gens. Ça permettra de créer du contenu, de tisser du lien, etc. Et c'est hyper chouette. J'ai rencontré un gars la semaine dernière qui m'a dit moi, j'ai un autre ami qui a acheté un château. Ça fait 1 an que je travaille et que je l'aide sur le château. Je fais même pas de part, il me paye même pas et tout. Mais tous les week-ends, ça lui. Ouais. Voilà. Parce qu'en fait, c'est des projets, les gens, ils veulent reconnecter avec la nature, C'est ils ça. veulent reconnecter avec un truc qui soit vraiment... Il y a des gens de LinkedIn qui sont venus même visiter le château, notamment une consultante que je salue, qui est hyper sympa, qui nous a dit, en fait, moi, j'ai envie de changer de vie, j'ai envie de bosser sur ce projet-là, et qui est venu et qui a discuté avec nous, qui nous a proposé des solutions, etc. Parce que c'est des projets qui sont qui parlent à beaucoup de monde, quoi. Voilà. Et donc, si on fait un peu la publicité de ton château et de la location de salle au château de Fontenay dans la Sarthe, Ouais. quand est-ce que ça ouvre ? Écoute, donc si on donne le planning, là, Ouais. techniquement, on devrait d'ici la fin de l'année être propriétaire. Ok. Après, on commence par rénover le gîte, qui est déjà très bien, mais qui n'est pas moderne, donc on va le moderniser. Et ça va nous permettre de pouvoir déjà exploiter un petit peu le gîte pendant les travaux du château. Ok. Et après, on a un an de travaux au château. Donc l'idée est de pouvoir avoir les premières réceptions en été 2025 sur le château. Trop bien. Avec, Donc, tu ouvriras les résas, j'imagine, un peu avant. Ouais, c'est ça. Ouais. Probablement 2024 pour les plus téméraires qui sont ça. prêts à se projeter. Je prends le risque. C'est l'avantage des business châteaux aussi. Mais Il y a un tu BFR positif. Mais- Les gens, ils c'est vrai. payent tôt. Mais tu leur feras moins cher. Parce que... Bah oui, naturellement. Ouais. Naturellement. Et donc ça, c'est l'objectif. Maintenant, on s'est pris 6 mois sur le BP, il fonctionne. Si ça démarre que l'année d'après aussi. On a vraiment envie que ce soit un château d'hiver aussi. Il y a beaucoup de châteaux qui ferment en fait en hiver parce qu'il y a beaucoup moins de mariages. Mais nous, on a vraiment, il y a un environnement hyper mystique dans ce château. C'est vraiment... C'est ce que tu dis, tu as 1 heure de TGV de Paris, donc si tu veux te retrouver avec un groupe de 20 potes, 30 potes, tu vois, l'hiver, c'est génial. Exactement. Ouais. Pour des 30 ans, pour des 40 ans, ça se combine assez bien, le fait de faire du séminaire la semaine, du mariage le week-end. C'est aussi une bonne chose. Et la société d'exploitation donc, qui va gérer le château, Ouais. vous allez, Martin et toi, avoir directement les mains dans le cambouis et gérer le truc, ou votre idée, c'est plutôt de mettre un responsable à la tête de ça, potentiellement ouvrir d'autres châteaux, d'autres projets, créer une marque, ou comment c'était quoi l'ambition derrière ? Écoute, au début, nous, on est toujours... on a toujours envie de faire par nous-mêmes avant de déléguer. Et du coup, je pense que l'année prochaine, on sera très impliqués. Ça reste quand même quelque chose qu'on fait à côté de notre activité principale. Ouais. Et du coup, on n'est pas 100% impliqué on vivra pas sur place et on va pas s'y installer définitivement. Donc, il y a bien un general manager et un gardien. Il y a deux postes temps plein sur le projet. Okay. Le general manager qui va gérer vraiment les visites, le service client, pouvoir répondre aux demandes des mariés, etc. Le gardien sur place qui accueille les gens, qui s'occupe un peu de l'entretien, même s'il y a toute une équipe d'entretien qui vient compléter cette équipe. Donc non, en effet, à un moment, ça sera délégué. On n'ouvre pas un gîte, une chambre d'hôte. On n'est pas à l'abri demain d'adorer le process et d'en ouvrir d'autres. Ouais. On a des relations hyper privilégiées avec le tourisme de la Sarthe, avec la région, avec le département. Ils sont tous hyper contents d'accueillir un tel projet. C'est eux qui nous permettent notamment de transformer le PLU pour pouvoir installer des cabanes dans la partie forêt. Et ça, c'est un projet qu'on prévoit plutôt pour 2027-2028. Mais tu veux pas mettre des terrains de paddle terrain de paddle, c'est un sujet. Tu pourrais tout imaginer. Après, Ronny Turiaf, il préférerait un terrain de basket. Non, pour le coup, on a... et moi aussi, d'ailleurs, parce que je préfère le basket. Mais tu vois, il y a toutes ces possibilités qui s'ouvrent.
Tu peux faire une activité kayak sur la rivière, tu peux partir de chez toi. Ah ouais, c'est pas un petit ruisseau, c'est que tu peux vraiment faire du kayak. Ah ouais, c'est vraiment, Ouais, c'est vraiment une rivière. Ah Ouais. ouais, c'est une grosse C'est rivière. c'est vraiment une rivière pour avoir de toute façon une cascade et suffisamment de Ouais, puissance oui, pour c'est faire vrai. un moulin. Enfin, tout ça, pareil, j'ai été en contact avec le directeur de la Fédération des moulins de France qui t'explique est-ce que votre moulin il est officiel ou pas. On va sortir la carte de Cassini. C'est une carte qui a été demandée par François Ier qui devait référencer tous les moulins de France. Donc là, il te sort une carte en scanné, tu vois, où tu vois les plis de la carte et tout, tu vois. Ok. Et tu zoomes pour voir si ton moulin il est dessus. Ok, votre moulin il est sur la carte de Cassini, donc vous avez le droit d'eau, donc vous avez le droit de produire votre l'exploiter. propre Ouais. électricité sur le moulin. C'est pour ça que demain, tu vois, potentiellement, il y a des petits projets en plus qui peuvent se créer. Il pourrait y avoir, il y a aussi des ruches par exemple dans la forêt Mhm. avec un apiculteur. Demain, ça peut être des petits produits, ça peut être le miel du château que tu vends en e-commerce. Enfin, il peut y avoir énormément de choses qui se créent autour d'un Ouais. projet comme celui-ci, quoi. Ok. Bon, bah, c'est bien. Ouais. Comme tu as besoin que de 1 000 euros par mois pour vivre, là, tu as de quoi faire. Voilà. Moi, c'était vraiment ce qui m'a plu. Il y a un gars qui s'appelle Kai Andrew, qui a une chaîne américaine Ok. qui parle de land hacking. Et je le suivais depuis quelques années. Donc, hack de la terre, si on fait une traduction. C'est ça. Ouais. L'idée, c'est d'acheter un terrain Mhm. avec potentiellement des bâtiments ou pas d'ailleurs qui soient un peu abandonnés ou à rénover. Tu achètes beaucoup de mètres carrés, quoi. C'est un peu Ouais. l'idée. Et après, de générer différentes sources de revenus Ok. sur ce terrain. Tu vas faire une ferme pédagogique où tu vas faire payer l'entrée. Tu vas faire du mariage. Tu vas faire un bootcamp de tel ou tel truc. Et d'avoir différentes sources de revenus, en fait. C'est ça. Ouais. On en revient un peu à la notion de colocation, tu vois, diversifier tes sources de revenus. Ouais, exactement. Comme ça, tu es sûr que tu arrives à rembourser ton prêt, quoi. Et tu crées un univers, tu peux Yeah. l'acheter en plein milieu du désert et faire une petite ville ville de western et louer ça, tu vois, tu loues ta ville sur Airbnb avec tes copains pour un EVG par exemple. Et donc ouais, j'aime beaucoup cette chaîne et c'est un peu, c'est aussi l'inspiration de se dire que voilà, on a une activité principale qui est du mariage du séminaire. Ça, les banques le comprennent mieux que si tu commences à leur Ouais, c'est parler clair. de bootcamp, de trucs. De toute manière, le banquier, il comprend qu'une idée. Ouais. Si tu commences à lui dire attends, on va faire ça, 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 qu'est-ce que tu fais à la fin? Donc, si vous voulez aller pitcher votre banquier, commencez par. Soyez clair et précis, C'est ça. c'est une certitude. Mais tu vois, oui, le bootcamp, nous, on y croit beaucoup aussi. Moi, j'ai un ami qui est. C'est quoi le bootcamp? L'idée, ça serait de faire un thème, tu vois, sur une semaine. Ok. Alors moi, je pourrais faire un bootcamp immobilier en disant, Ah oui. en fait, voilà, je vous apprends à devenir investisseur immobilier Ouais, en une semaine. C'est séminaire Vous immobilier. venez, Ok. on fait une semaine intense avec des intervenants, etc. On kiffe au château et vous repartez avec un bagage plus un réseau. Et ça, en fait, tu loues plus un lieu, tu vends, Tu vends une expérience. un réseau, Un réseau. une compétence en plus. Et si en sortant de ce truc, tu es capable d'aller investir, peut-être que ça vaut 2000, mais peut-être que ça vaut 20 000 aussi. Et il y a, tu vois, il y a 2 Américains qui ont acheté un terrain, en une friche quoi, aux US. Ils ont fait des petits labyrinthes en mettant des planches en bois, des machins, et ils ont fait un bootcamp de survivaliste. Ok. Tu apprends à te battre, tu prends des cours de MMA, tu prends des cours de tir. C'est des Américains. Hein. Ouais. Et les gars, première année, ils ont fait 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ah oui. Ouais. Et oui, t'étais aux États-Unis, tu vois, ça marcherait pas en France. Ça marcherait pas du tout en France. Mais tu vois, c'est un truc tu parlais de casser les barrières mentales. Ouais. C'est en fait. Mais ça doit être kiffant l'expérience. Je pense que ça doit être assez marrant. En fait, ça doit être lunaire. En fait. C'est ça, il faut déconnecter. J'ai vu les vidéos, tu vois, t'arrives dans le labyrinthe, tu te fais tirer dessus au paintball, après tu te fais kidnapper. Ouais, tu sais, c'est un peu comme. Là, je suis en train de regarder pour aller me faire un stage sur la méthodologie Wim Hof, qui est l'idée de s'immerger complètement dans la glace. Et tu vois, on en revient un peu à cette notion de survivalisme qui est comment je stresse mon organisme pour en fait profiter pleinement de mes journées et me dire que c'est magique d'être en vie et qu'il faut profiter de tous les instants. Exactement, et la promesse, elle est différente. La promesse est différente, et quand on t'a vendu ça, effectivement, tu n'es plus à louer un lieu, tu es vraiment sur une expérience de te dire, bon, voilà, je suis peut-être dans ma routine et là, je vais me réveiller. C'est tout à fait le sujet. Et nous, on est prêt à créer une expérience qui soit forte sur ce lieu. Parce que vous aurez quelle capacité d'accueil en termes de logement? On aura une 40aine de couchages.
Ok, ouais, c'est Voilà. bien. Quarantaine de couchages répartis sur une douzaine de chambres plus des dortoirs. Ok. Voilà. Et ça, pareil, il y a eu énormément de questionnements. Tu peux faire plus de chambres, moins de dortoirs, plus de chambres. Le fait d'avoir des investisseurs de la première heure qui, eux, donc on les a sélectionnés parce qu'on a reçu du coup plus 1,5 million de promesses d'investissement sur les 550 000 qu'on recherchait, ce qui nous a permis de nous dire, ok, bon, bah, en fait, on peut choisir avec qui on a envie de bosser. Quelqu'un qui bosse déjà dans le séminaire, c'est à la fois un investisseur, il est impliqué jour 1, enfin même jour moins Moins 100, ouais. parce qu'il va te dire, en fait, tu devrais faire ça, ça, ça. Oublie pas que tes lits, il faut que tu fasses des lits twinables, parce qu'il y a des gens qui veulent être en lit double si c'est un couple, et en lit simple. Euh, on a quelqu'un qui bosse dans la pâtisserie, traiteur. Il nous aide à aménager la partie technique. Ouais, ça vous évite pas mal de conneries. Ouais. On a cette petite communauté qui nous permet qui est impliquée, qui peut-être demain fera du business aussi avec nous. On a un gars qui est œnologue, qui vend du vin. Bon, bah voilà, il sera à la carte des mariages et c'est génial. Et il connaît très bien le lieu. Peut-être que même ses bouteilles elles seront stockées à la cave. Et ça permet dès le début de donner de la valeur à ce bien et de ne pas se tromper, quoi. Ouais. On n'ira jamais 100% dans la bonne direction. On va faire des conneries. On va se dire après qu'il faut repositionner par-ci par-là. C'est une certitude. Mais là, je pense que on a tous les éléments pour avoir la meilleure direction possible dès le départ, quoi. Ok. On va pas tarder à clôturer. En tout cas, merci Jérémy pour toutes ces précisions. Ça me fait dire que s'il y a des personnes qui écoutent le podcast et qui potentiellement auraient quelque chose à t'apporter, un bootcamp à mettre en place, qu'ils n'hésitent pas à te contacter, même si tu nous as dit que tu reçois déjà beaucoup de messages. On s'est dit en début d'épisode que pour un peu fêter, célébrer, illustrer ce podcast entre Brix.co et ton château, le château de Fontenay, plus Eco Studio, ça pouvait être sympa d'avoir un petit cadeau pour nos auditeurs. Au-delà de potentiellement un code promo quand le château sera disponible à la location, parce qu'on n'y est pas tout de suite. Ça serait un peu loin, ouais. Ça peut être sympa d'organiser un petit jeu concours là, sur nos réseaux sociaux. Trop bien. Brix, c'est Get Brix sur les réseaux sociaux. Je sais, Château de Fontenay, toi Château de Fontenay avec des tirets du bas entre les mots. Ok, et on s'est dit, le gagnant du concours aura une visite du lieu. Plus son nom gravé sur une pierre au niveau du château. Donc, il a une part, il devient Cauchatelin un peu. Il devient Cauchatelin, son nom est immortalisé dans la roche. Donc le château a déjà plus de 800 ans. Dans 2000 ans, on verra encore le nom inscrit. Voilà. Et donc suivez les deux pages, Château de Fontenay et Get Brix. Et puis on mettra un petit post de jeu concours à commenter. Et puis on fera un tirage au sort. Ouais, dès la sortie. Ok, super. C'est chouette. Moi, je vais faire un peu la promotion de Brix parce que je suis vraiment déçu qu'on ne t'accompagne pas sur le financement de ce château avec notre communauté. Donc, si d'autres personnes se chauffent et ont l'envie, comme Jérémy, d'acheter un château, ou si tu rachètes un prochain château, ou si la banque, ce que je ne souhaite pas du tout, te refuse le financement, n'hésitez pas à nous contacter. On serait ravis de pouvoir présenter une opportunité comme ça auprès de notre communauté de plus de 300 000 membres. Et je suis persuadé qu'eux seraient ravis d'investir dans un château avec, comme tu l'as dit, toute une histoire, tout un mysticisme, un lieu magique. Donc, je pense. Et allez écouter les 5 épisodes précédents ou les épisodes précédents de Brixtalk que j'ai écouté en préparant ici, qui sont vraiment chouettes. Notamment celui avec Tony Parker. On a pas mal là qui arrivent, donc trop bien. Donc c'est sympa. Et voilà. Et ça fait un bail sur YouTube aussi, s'il y en a qui préfèrent l'image au son. Voilà, n'hésitez pas. Dis-moi, pour finir, j'aime bien. Alors, deux choses. J'aime bien que tu puisses nous dire, est-ce que tu aurais un conseil à un jeune qui se lance dans la vie active et qui veut finalement sauter les étapes, aller un peu plus vite en termes de développement, que ce soit personnel, économique, intellectuel. Donc, est-ce que tu as quelques conseils à donner et qui me recommanderais-tu sur ce podcast qui t'a particulièrement marqué et qui serait dans la thématique, que ce soit immobilière ou investissement ou développement? Trop bien. Écoute, pour la première question, moi je dirais de ne pas se laisser happer par les sirènes justement du passif, et il y a énormément de vidéos
et c'est un peu le jeu des réseaux sociaux. Donc moi, j'en veux pas à ceux qu'on appelle vendeurs de rêves, parce que c'est vraiment le jeu, c'est ce qui fonctionne, c'est ce que les médias, les journaux font depuis des dizaines ou des centaines d'années. Euh, mais voilà, si vous faites un investissement qui est passif, vous aurez probablement des résultats qui seront eux aussi un peu passifs Ouais. ou pas très bons. Si par contre vous savez rajouter injecter votre envie, je vois souvent par exemple sur des chaînes, la plus grosse erreur à faire, c'est de faire vos travaux vous-même. Il faut déléguer, machin, pour ce qui vous permettre de scaler, etc. Je suis complètement en désaccord avec ça. C'est en Et de fait, toute manière, il faut faire des erreurs. Fais des erreurs pour apprendre, tu vois. Et fais des erreurs, ouais, commence par faire tes travaux. En c'est fait, ça. si tu arrives à te libérer du temps, tu vas apprendre tellement de choses. Euh, Ouais, il skin y in the a- game, tu vois. Vraiment, Exactement. ouais. Soyez skin in the game. Pensez à d'autres. Je fais un petit big up à mon associé Xavier qui a le podcast The Big Shift, qui m'a beaucoup aidé à développer cette partie de. En fait, finalement, les indicateurs de réussite d'un projet, ils sont pas que financiers. Euh, tu peux, tu peux trouver de la réussite parce que tu as appris des choses. Mm. Moi, tu vois, tous les jours de ta vie, tu appuies sur les interrupteurs, tu sais même pas ce qui se passe derrière le mur. Tu vois, C'est clair. tu sais pas comment ça fonctionne. Moi, la Ouais. première fois que j'ai fait de l'électricité, en fait, j'étais trop content quoi, de vraiment Mm. comprendre. Tu vois, c'est hyper valorisant de comprendre comment on fonctionne. Aujourd'hui, maintenant, quand j'ai des petites galères chez moi, bah, je peux les régler tout seul aussi. C'est chouette. Ah, c'est un Euh, super conseil. ça m'a ça m'a permis de passer plus de temps avec mon père, que je voyais très peu parce qu'il travaillait énormément. Tout ça, c'est quoi en fait? C'est pas un rendement, mais ça a une valeur qui est presque supérieure. Mm. Et donc, pensez à tous ces KPI extra-financiers que peut vous apporter un projet comme celui-ci et essayez de les suivre. Peut-être que c'est aussi de rénover un bâtiment on parle beaucoup de rénovation énergétique en ce moment. Si comme mon associé, vous êtes très écolo et vous voulez participer à cette transition, bah, achetez une passoire énergétique, vous ferez probablement une meilleure affaire et en plus, bah, vous participez à diminuer les émissions. Tout ça, c'est des critères qui ne rentrent pas dans votre bilan, mais qui sont hyper importants. Ouais. Donc voilà, suivez aussi ces indicateurs-là. Ouais, qui donne du sens finalement à ton investissement. Exactement, À quoi bon s'enrichir pour s'enrichir s'il n'y a pas de sens derrière, ouais. c'est ça. Et après, pour l'invité que tu devrais recevoir, écoute, c'est j'ai eu plein d'épisodes qui sont chouettes. Je crois que t'en parlais tout à l'heure, mais typiquement les frères du Creux des logements atypiques, ils ont une chouette histoire. Ils sont hyper sympas aussi. C'était un des épisodes qui m'avait bien marqué de l'année aussi. Donc tu peux y aller Ok. Ouais, sans problème. Et puis en on plus, essaiera de les inviter. ils ont des concepts dont ils parlent même pas. Peut-être qu'ils auront des petites exclus pour toi. Ok. Je sais qu'en ce moment, il y en a un qui fait une salle cinéma, donc un Airbnb cinéma. Ça, je trouve ça trop bien. Tu te poses avec t'as une petite machine à popcorn, t'as des beaux sièges de cinéma pro et un Ah beau ouais, vidéoprojecteur. J'avais bien aimé en plus l'honnêteté où, comme tu dis, il rentre vraiment deep dive dans tous les chiffres. Ouais. Donc ça, c'est super intéressant. Tu bois les paroles. Ah ouais, c'est ouf. Et pas forcément que tu vas le faire, mais tu te dis, bah, enfin, tu vois, j'ai quelqu'un qui m'ouvre le capot et qui montre que c'est faisable, quoi. C'est l'objectif, franchement, à chaque fois d'ouvrir le capot, de prendre les secrets, les trucs qu'ils Ouais. n'ont pas forcément l'habitude de dire. De temps en temps, j'ai des invités qui s'expriment sur les réseaux régulièrement et tout. Et c'est chouette, mais bon, sur leur page, tu peux aussi avoir. Parfois, j'arrive à avoir des personnes qui sont pas du tout exposées. J'ai eu Hubert, par exemple, qui est venu parler de comment avoir des subventions en faisant de la réno énergétique et payer que 30% de tes travaux. Donc, il achète des immeubles à 30 000 euros. Il fait 200 000 euros de travaux, mais il en paye que 50, quoi. Ça, c'est magique. Il a des centaines d'appartements. Et il fait ça depuis 10 ou 20 ans. Et il a fallu que je lui explique comment fonctionnait voilà, l'ordinateur, le micro, le logiciel. C'était pas du tout son truc. Il a jamais créé de contenu. Et le fait d'aller chercher des gens comme ça fait aussi des pépites. Et ça répand mieux la connaissance. Moi, c'est toujours mon objectif, c'est de donner l'accès à plus de monde à ce type d'investissement. Ok, bon, bah, trop bien. Bah, on va finir là-dessus. Merci Merci Cédric. pour les recommandations. J'ai passé un super moment avec toi. Également.
Et n'hésitez pas à aller écouter Ça fait un bail et à regarder donc le projet Château de Fontenay. Vous verrez, Trop cool. c'est méga cool. Il y a les photos sur Insta. Génial. Allez, Salut à Jérémy. plus, ciao. À plus.